Au début, c'était l'obscurité totale. Et puis le Big Bang a donné naissance à un univers infini de temps, d'espace et de matière. À chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystérieux, stupéfiants et mortels secrets d'un monde que nous appelons l'univers. La destruction de la planète Terre. Ce concept a inspiré un nombre incalculable de prophéties, de prédictions et d'histoires de science-fiction. On peut imaginer une foule de scénarios excitants. La pulvérisation instantanée. C'est la spaghettification extrême. La dissolution par antimatière. Aujourd'hui, des experts renommés dans les domaines de l'astronomie et de l'astrophysique imaginent leur propre scénario pour détruire la Terre. Les immeubles vont fondre. Il ne resterait qu'une soupe. Tout ce qui est lié par la gravité se désintégrerait. Leurs méthodes explosives dévoileront la science extrême de notre planète et de l'univers. Préparez-vous à voir 10 scénarios d'anéantissement planétaire, 10 façons de détruire la Terre. Ne le refaites pas à la maison. La survie. À chaque jour, notre planète joue la sienne contre un univers agressif. Mais depuis 4,5 milliards d'années, les deux équipes font match nul et la partie reprend de plus belle. Dans l'espace, une foule de dangers nous menace. Mais nous sommes toujours là. Certaines menaces, comme les sursauts gamma hyper intenses des galaxies lointaines, ratent complètement leur cible. Et d'autres dangers ne parviennent jamais à percer les barrières invisibles qui nous protègent. Le champ magnétique de la Terre repousse les dangereuses particules chargées et la couche d'ozone filtre les rayons ultraviolets. Mais même si le cosmos n'arrive pas à détruire la Terre, certains scientifiques de haut niveau n'ont pas dit leur dernier mot. Comme Bruce Betts, un spécialiste des risques que les astéroïdes et autres débris spatiaux font courir à la Terre. Comment je détruirais la Terre dans une crise de folie? Je retournerais à mes racines, en la faisant frapper par un objet de bonne taille. Notre décompte catastrophique commence par le scénario numéro 10, les boulets de l'espace. Une masse contre l'autre. Ça ressemblerait un peu à un rallye de camions monstres. Mais Bruce Betts sait bien que la Terre ne se laissera pas détruire aussi facilement. Les collisions brutales provoquent un certain niveau de destruction. Mais elles ne détruiront pas la planète, même si certaines d'entre elles ont anéanti une bonne partie de la vie ambiante. Il y a 65 millions d'années, 70% des espèces terrestres ont disparu. Pourquoi la Terre a-t-elle été épargnée? L'astéroïde qui a anéanti les puissants dinosaures n'avait pas la masse nécessaire pour détruire toute la planète. Il était un peu plus gros que le mont Everest. C'est une taille impressionnante, jusqu'à ce qu'on recule d'environ 300 km. Si j'avais un globe terrestre à l'échelle réelle, je ne sentirais pas la chaîne de l'Himalaya sous mes doigts. Ces montagnes nous semblent énormes, mais si on les compare à la planète entière, elles sont aussi minuscules que des fourmilières. Pour détruire la Terre, notre astéroïde devra avoir au moins la moitié de sa taille, le 10e de sa masse et une vitesse de 48 km/s. La planète Mars ferait l'affaire. Il suffirait de modifier l'orbite de Mars pour qu'elle décrive une spirale en s'enroulant vers l'intérieur pour provoquer l'impact destructeur. Pendant leur approche, la gravitation des deux planètes va les attirer l'une vers l'autre, jusqu'à l'étreinte mortelle. Les pauvres terriens voient la planète rouge obscurcir le ciel, tandis que de gigantesques tsunamis engloutissent les îles et les villes côtières. Ensuite, les choses se gâtent très vite. Au moment de l'impact, tous ceux qui vivent dans la zone directement touchée seront immédiatement pulvérisés.
L'hémisphère épargné par la collision est aussitôt victime de tremblements de terre phénoménaux. Et la chaleur de l'impact transforme toutes les forêts terrestres en immenses brasiers. Les montagnes en fusion de la Terre et de Mars, projetées dans l'espace, retombent au sol en une véritable douche apocalyptique. 1 heure après l'impact, toute vie est anéantie sur la surface de la Terre. Mais notre planète est si grosse, plus de 6 milliards de billions de tonnes de rocs et de métaux, que même une collision directe avec Mars laisserait la Terre blessée mais essentiellement intacte. Pour détruire à jamais la Terre, il faudrait l'impact d'un bolide bien plus gros, comme sa planète sœur, Vénus. Vénus a un diamètre très similaire et plus de 80% de la masse terrestre. Si jamais elle se précipite vers la Terre, ce sera la fin. Durant l'impact, les 2 planètes exploseront et leurs énormes fragments seront propulsés dans l'espace. Mais les débris planétaires redescendront et s'uniront pour former un amalgame terrestre et vénusien, plus gros que n'importe laquelle des planètes originelles. Un astre mort comme la Lune. C'est une bonne façon de détruire la Terre. Mais ce scénario est-il plausible? Il y a 4,5 milliards d'années, un objet aussi gros que la planète Mars a heurté notre planète. La jeune Terre en fusion continuait son processus de refroidissement lorsqu'une planète plus petite l'a frappée de plein fouet. C'est comme un ballon qui frappe le sable. Il déplace un tas de particules. L'objet a arraché une partie de la croûte terrestre et formé un disque de débris autour de la Terre. C'est à partir de ces débris que la Lune s'est formée peu de temps après. Les impacts planétaires sont sans doute possibles. Mais Vénus est à plus de 36 millions de kilomètres de la Terre. Et Mars est à 56 millions de kilomètres de nous. Comment ces planètes pourraient-elles franchir une telle distance? L'orbite d'une planète est généralement très stable. Mais qu'arriverait-il si un événement inattendu la propulsait hors de son orbite initiale? Mercure, la planète la plus proche du Soleil, possède une orbite assez elliptique. Elle subit les perturbations gravitationnelles des autres planètes. Les fluctuations de l'orbite de Mercure peuvent affecter celles des autres planètes, mais de façon indirecte. Mars, en particulier, pourrait adopter une trajectoire qui l'amènerait un jour à croiser celle de la Terre. Certains scientifiques disent que les probabilités d'une collision entre la Terre et Mars sont de 1% sur une période de 4 milliards d'années. C'est trop peu probable pour nous inquiéter vraiment, mais pas tout à fait impossible. Imaginez une seule mouche qui vole autour du stade, d'un montant de vue à l'autre. Si je tends la main vers elle, quelles sont mes chances de l'attraper? Vous ne diriez pas 0, parce qu'il n'y a aucune raison pour que ça ne se produise pas. Mais mes chances d'interception sont quand même très réduites. Un impact planétaire est donc une des façons dont on pourrait détruire la Terre, mais c'est loin d'être la seule. Si vous visez une fin plus longue, plus lente et infiniment plus pénible, pourquoi ne pas changer l'orbite de la Terre pour qu'elle s'éloigne progressivement du Soleil? Passons au scénario numéro 9 de notre décompte catastrophique, le grand gel. En temps normal, l'orbite elliptique de la Terre l'amène 4 800 000 km plus loin du Soleil en juillet qu'en janvier. Et s'il fait chaud en juillet au nord de l'équateur, c'est parce qu'à cette époque de l'année, l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil. Si on éloignait la Terre du Soleil de 4 800 000 km par année, cette nouvelle trajectoire ne causerait sûrement pas sa destruction immédiate. Au début, on pourra gérer le problème en portant des manteaux plus chauds. Mais si on s'éloigne encore plus, les choses vont se gâter. À plus de 320 millions de kilomètres du Soleil, sa lumière ne diffuse plus qu'un tiers de sa clarté antérieure, ce qui détruirait très vite la plupart des récoltes. La chaîne alimentaire va s'effondrer si la Terre s'éloigne aussi radicalement du Soleil.
En poussant l'analyse, on peut supposer que la Terre entrerait en orbite autour de Neptune et qu'une bonne partie de notre atmosphère gèlerait très rapidement. À une telle distance, les températures les plus douces avoisinent les 175 degrés sous zéro. Rien ne peut survivre sur la surface gelée et les océans deviennent des cimetières de glace. Mais à 4 km de profondeur, l'eau est restée liquide grâce à la chaleur des volcans sous-marins. L'hydroxyde de soufre provenant de ces bouches hydrothermales continue de nourrir les gros tubificidés et d'autres formes de vie chimiotrophes exotiques. La chaleur du centre de la Terre aide également les humains à survivre dans des cités construites sous la surface de la planète. L'espèce humaine est très résistante. Et si la Terre empruntait une orbite glaciale mortelle, je crois qu'on trouverait des façons d'aménager des abris souterrains. On pourrait utiliser l'énergie géothermique pour reconvertir les matériaux congelés en liquide et transformer une partie de cette eau en oxygène et en d'autres gaz nécessaires à notre survie. Des fermes souterraines parviendraient à faire vivre quelques millions de personnes. Cet environnement ne serait pas attrayant, mais il permettrait à la planète et à une partie de ses habitants de survivre. Contrairement au scénario numéro 8 d'annihilation totale, une trajectoire vers le Soleil et un méga barbecue. Dans ce scénario, nous nous rapprochons du Soleil de 4 800 000 km par année. À ce stade désastreux, l'expression réchauffement planétaire ne suffit plus à décrire la situation. La fonte de la calotte glaciaire. Elle sera achevée en quelques années à peine. Le niveau de la mer s'élèvera peut-être d'une 60aine de mètres, mais de toute façon, l'eau ne tardera pas à s'évaporer. Si la Terre atteint la planète Vénus, après avoir parcouru un tiers de la distance qui la séparait du Soleil, son eau liquide commencera à s'évaporer. Son atmosphère sera composée de dioxyde de carbone. La surface de la Terre sera alors plus chaude que celle d'une planète sans atmosphère. De l'Alaska à l'Australie, la température moyenne de la planète est maintenant de 482 degrés Celsius. Toute vie complexe a péri. Et la Terre poursuit sa trajectoire vers un plongeon mortel dans le cœur nucléaire du Soleil. Des astronomes et des astrophysiciens ont trouvé 10 façons de détruire la Terre. Après avoir été violemment heurtée et progressivement congelée, notre planète vient d'amorcer une spirale mortelle vers le Soleil, dans le scénario numéro 8 des désastres universels, le méga barbecue. Morte, stérile et suffoquée par les gaz à effet de serre, la Terre n'est plus qu'à quelques millions de kilomètres de l'astre qui lui a donné la vie. En fin de compte, il ne restera qu'une grosse boule de résidus carbonisés qui se rapproche de plus en plus du Soleil. Et à plus courte distance, ces résidus seront vaporisés. La vapeur sera dissipée par des effets comme le vent solaire et la boule de feu se réduira progressivement. Pendant un bref moment, elle ressemblera à une comète. Finalement, il ne reste que le noyau terrestre. Une boule de fer, de nickel et de métaux radioactifs de 6900 km de large. Aussi brûlante que la surface du Soleil, mais 2 millions de fois plus petite. C'est ce qui finirait par heurter le Soleil. Et le Soleil n'aurait probablement pas la moindre réaction. Mais pour modifier notre orbite de façon aussi mortelle, il faudrait un Soleil en cavale depuis des années-lumière, perturbant la gravitation de tout le système solaire. Il est extrêmement peu probable qu'une étoile vienne assez proche de nous pour causer ces dommages, mais ce n'est pas inconcevable. Un tel désastre pourrait se produire au cours des prochains milliards d'années. La perturbation de l'orbite solaire de la Terre la condamnerait à une agonie prolongée.
Mais l'arrêt de sa rotation provoquerait une fin très violente. Voilà notre 7e scénario de destruction terrestre, l'interruption de la rotation. On peut arrêter le mouvement de la Terre, mais pas celui des objets qui s'y trouvent. Ils continueront de bouger. Vous risqueriez alors d'être projeté contre un mur à très grande vitesse. La Terre se déplace à une vitesse d'environ 1600 km/h. Si elle s'arrête soudain, l'atmosphère ne l'imitera pas nécessairement. Des vents de 1600 km/h risquent de souffler aux 4 coins du monde. Au même moment, d'énormes quantités de friction de rotation accumulées sont relâchées, créant une chaleur intense. La pierre va fondre, les immeubles vont fondre. Bientôt, la Terre ne sera plus qu'une planète morte qui tourne autour du Soleil. Notre cycle jour-nuit serait affecté. La Terre complète son orbite autour du Soleil en 1 an. Une journée durerait alors 6 mois et la nuit durerait aussi longtemps. Un côté de la planète absorbe la chaleur du Soleil pendant 6 mois, tandis que le côté sombre perd sa chaleur. Il y a maintenant 2 saisons, la mauvaise et la très mauvaise. La différence de température entre les côtés chauds et froids finira par créer des courants de vent massifs qui fileront d'un hémisphère à l'autre en générant d'énormes courants de convection. D'un pôle à l'autre, la zone de pénombre située entre l'hémisphère sombre et l'hémisphère éclairé est envahie par des cyclones massifs. Pendant que la Terre tourne autour du Soleil, ces 2 zones de plus de 19 000 km de conditions climatiques extrêmes parcourent la planète. Tous les 6 mois, chaque coin de la Terre aura sa saison cyclonique. Essentiellement, ce sera un vrai désastre. Un désastre qui n'est pas si facile à réaliser. Ça pourrait se produire si un objet heurtait la Terre avec une précision extrême, de façon à contrebalancer la rotation naturelle de la planète. Mais la collision serait si forte que l'arrêt de la rotation serait le moindre de nos soucis. Même si la perspective d'une interruption de la rotation terrestre est terrifiante, notre planète resterait un membre en règle du système solaire. Mais dans l'espace, il existe de dangereuses forces qui peuvent effacer toute trace de la Terre. Comme les vestiges ultra-denses des étoiles effondrées, connus sous le nom de trous noirs. La zone la plus dangereuse d'un trou noir est l'horizon des événements, un point de non-retour gravitationnel. Si un objet le croise, il ne pourra jamais ressortir. Le trou noir attire l'espace-temps vers lui. N'importe quelle matière présente dans cet espace-temps sera inexorablement aspirée par le trou noir. Un trou noir stellaire massif possède une masse environ 5 à 10 fois plus élevée que celle du Soleil. Si on en lâchait un à côté de la Terre, il entraînerait sa destruction certaine. Mais allons encore plus loin. Et si la Terre se retrouvait entre 2 trous noirs? 2 trous noirs, c'est du plaisir en double. Voilà donc le 6e scénario de destruction de la Terre, le déchirement par trou noir. Un des 2 trous noirs attirerait le côté le plus près de la Terre plus que son centre, et il l'étirerait. De la même façon, il étirerait le centre. C'est le côté le plus éloigné qui subirait le moins d'attraction. Mais l'autre trou noir, placé exactement du côté opposé, agirait de même. Les trous noirs arrachent la croûte terrestre, soulevant les plaques tectoniques et déformant la lithosphère semi-solide sous-jacente. Le magma fondu déclenche des éruptions volcaniques apocalyptiques. Mais les trous noirs empêchent la plus grande partie des cendres et de la poussière de retomber sur Terre. Dans les océans, d'énormes marées jaillissent et ne descendent jamais. Tandis que des fragments planétaires sont engloutis par les trous noirs, la matière et les gaz se transforment en énergie mortelle. La matière avalée par les trous noirs va cracher des rayons X et ils inonderont la Terre. Les rayons X risquent de tuer tous les survivants. Entre-temps, la Terre est étirée jusqu'au point de rupture.
Les trous noirs vont étirer la Terre dans deux directions opposées. Un peu comme à l'époque où on attachait les mains et les pieds d'un condamné à 4 chevaux pour le démembrer sauvagement. La planète étirée réunira-t-elle les trous noirs à jamais? Ou va-t-elle simplement se couper en deux? Dans le palmarès des 10 meilleures façons de détruire la Terre, le scénario numéro 6 a laissé notre planète en fort mauvaise posture, déchirée entre deux trous noirs. C'est une souque à la corde gravitationnelle, où la Terre joue le rôle d'une corde qui ne pourra pas résister à la tension. C'est ce qu'on appelle la spaghettification, ou l'effet de nouille extrême. La Terre est étirée dans les deux directions, vers chacun des trous noirs, et elle finit par se déchirer. Puis, les fragments restants sont déchirés eux aussi, et ainsi de suite. Lorsque les dernières nouilles de la Terre sont violemment aspirées par les horizons des événements, les deux trous noirs deviennent les appuis libres du plateau vide qu'occupait jadis la Terre. C'est tout de même réconfortant de savoir que nos chances d'être étirés entre deux trous noirs sont très minces, pour ne pas dire inexistantes. Le physicien et auteur Travis Taylor a écrit plusieurs livres de science-fiction sur les menaces réelles ou imaginaires venues de l'espace. Et il n'a pas dit son dernier mot au sujet des trous noirs. Si j'avais envie de détruire la Terre, j'emprisonnerais un trou noir en plein centre pour qu'il la dévore de l'intérieur. J'aimerais bien la voir s'effondrer sur elle-même de mon vaisseau spatial. Et voilà donc maintenant le 5e scénario catastrophe, la dévoreuse de planètes. Un trou noir de masse stellaire ne ferait qu'une bouchée de la Terre. Mais il y a des scénarios plus fascinants. Qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer d'autre? Eh bien, un trou noir de la taille de cette boucle d'oreille. Un trou noir de cette taille aurait exactement la masse de la Terre. Imaginez qu'on laisse tomber ce mini trou noir à travers le pôle Nord. Si sa vitesse et son angle sont parfaitement exacts, il commencera sa rotation au centre de la Terre. Et en surface, on s'apercevra très vite que tout ne tourne pas rond. Si quelqu'un arrivait à introduire un trou noir de masse terrestre au centre de la planète, en surface, on sentirait soudain le double de l'effet de pesanteur normal. Tout à coup, les balles retomberaient beaucoup plus vite. On marcherait tous les épaules voûtées. Tandis que toutes les espèces vivantes peinent contre l'effet de pesanteur, le mini-trou noir aspire la matière. Plus il dévore de matière, plus la Terre court vers la destruction totale. Pendant qu'il aspire la matière, en surface, elle s'effondre. La planète subit des tremblements de terre de niveau phénoménal et la croûte terrestre se déplace. Il y aura de nouveaux volcans, puisque le magma en fusion pourra s'échapper des nouveaux passages créés par le trou noir. On peut imaginer toutes sortes de scénarios excitants. Au bout de longs mois de cataclysmes croissants, la fin arrive en moins d'1 heure. La Terre s'effondrera sur elle-même et ses vestiges seront eux aussi engloutis par le trou noir. L'Himalaya est le dernier bastion de résistance de la planète. Puis ces majestueuses montagnes plongent dans l'horizon des événements et disparaissent à jamais. Si vous regardiez le spectacle d'un vaisseau spatial, vous auriez l'impression de voir une coquille d'œuf écrasée, mais à partir de l'intérieur. Si on rattachait une ficelle tout autour de la coquille et qu'on l'ancrait au fond de l'œuf, il suffirait de tirer dessus pour que l'œuf s'effondre de l'intérieur. Il ne resterait plus rien d'autre. La masse de la Terre existerait au fond de ce trou noir.
aucun scientifique n'a jamais repéré de trou noir de masse terrestre. La plupart des trous noirs se forment lorsqu'une étoile au moins 10 fois plus massive que le Soleil explose en supernova. Mais des trous noirs dont la masse est 1 million de fois moins élevée pourraient exister dans l'univers sidéral. Selon une hypothèse, après le Big Bang, une énorme quantité de matière occupait un espace si restreint que des millions de trous noirs miniatures, nommés primordiaux, se sont peut-être formés sans l'aide des supernovas. L'existence de ces trous noirs n'a jamais été prouvée, mais il pourrait y en avoir, et l'un d'eux pourrait engloutir la Terre. J'imagine qu'on ne devrait pas en chercher juste pour tenter l'expérience. Mais peut-être pourrait-on en créer un sur Terre avec l'aide d'un accélérateur de particules comme le LHC, le grand collisionneur de hadrons de l'Europe? C'est ce que Justin de Salt Lake City en Utah voulait proposer. Il nous a envoyé un message texte. Est-ce qu'un grand collisionneur peut créer un trou noir? Excellente question. Beaucoup de physiciens voudraient savoir si le grand collisionneur de hadrons est capable de générer des trous noirs. En principe, oui, s'il compresse beaucoup de matière dans un volume assez petit pour produire un trou noir. Mais ne vous en faites pas. Ce genre de trou noir ne tarderait pas à s'évaporer et il serait incapable d'engloutir la Terre. Dans l'espace, la puissance destructrice des trous noirs provient de leur irrésistible force gravitationnelle. Mais l'absence de gravité pourrait devenir bien plus dangereuse pour notre planète. C'est ce qui intrigue Alex Filippenko. Les études révolutionnaires de l'astronome sur l'énergie sombre et l'accélération de l'univers lui ont inspiré son propre scénario catastrophe. Personnellement, j'aurais tendance à détruire la Terre en perturbant ce qu'on appelle la gravité. Et voilà le scénario numéro 4 de la destruction terrestre, la suppression de la gravité. Tout ce que nous faisons dépend d'une relation équilibrée avec la gravité. Mais si la gravité mettait fin au contrat? Sans elle, tout ce qui monte ne redescendra jamais. Les avions ne pourront pas atterrir. Et les arbres solidement enracinés dans le sol s'envoleront si ce sol se disloque. Mais tout ça n'est qu'un aperçu du terrible désastre qui s'ensuivra. La Terre même se disloquera peu à peu, fragment par fragment. Cela semble impossible, mais la gravité pourrait-elle disparaître un jour? Incroyablement, la réponse est peut-être. Dans l'avenir, la gravité pourrait simplement cesser d'exister. Des 10 scénarios de destruction terrestre imaginés par nos astronomes et nos astrophysiciens, l'un des plus incroyables est sans doute le numéro 4, la suppression de la gravité. De nos jours, la gravité est considérée comme l'une des 4 forces élémentaires de la planète, avec l'électromagnétisme, la force nucléaire forte qui lie les noyaux atomiques, et la force nucléaire faible qui génère la radioactivité. Mais à l'époque du Big Bang, au lieu de 4 forces élémentaires, il n'y en avait peut-être que 2. Au moment où l'univers existait depuis une minuscule fraction de seconde, la force nucléaire forte était fusionnée avec ce qu'on appelle la force électrofaible, un amalgame d'électromagnétisme et de force nucléaire faible. Cette super-force fusionnée a pu créer une super-énergie qui aurait à son tour provoqué une expansion presque instantanée de l'univers, l'inflation. Il est devenu monstrueusement grand en très peu de temps. Mais une minuscule fraction de seconde après le Big Bang, l'inflation a été arrêtée par la séparation des forces fusionnées. La force nucléaire forte s'est séparée de la force électrofaible. Elles sont devenues 2 manifestations distinctes de l'ancienne force fusionnée.
Si une force apparemment fusionnée peut se diviser en deux, le phénomène pourrait-il se reproduire en fonction de la gravité? Ce danger terrifiant peut être illustré par une simple pièce de monnaie. Cette pièce a deux côtés. Mais si on la fait tourner rapidement, les deux faces semblent se fusionner. On ne voit aucun des deux côtés distinctement. Finalement, la pièce perd son énergie et elle atterrit côté face ou côté pile. Il y a deux fins possibles, mais aucune des deux n'a la symétrie sphérique de la pièce en rotation. Similairement, la gravité symétrique de la Terre pourrait se diviser en deux aspects différents. Et chacune des deux nouvelles forces aurait un comportement différent de celui de la gravité actuelle. Tout ce qui est lié par la gravité se désintégrerait et la destruction de la Terre serait inévitable. Le corps humain restera intact. Après tout, il est lié par la force électromagnétique et non par la gravité. Mais tous les habitants de la planète s'envoleront dans l'espace où ils suffoqueront. Tandis que la Terre, libérée du joug de la gravité, se fragmentera. Jupiter et les autres planètes gazeuses géantes se dissiperont. Et le Soleil, dont la gravitation fait tourner les planètes comme des balles au bout d'une ficelle, explosera en morceaux. De toute manière, le Soleil n'est qu'une grosse boule de gaz, maintenue en position par sa propre gravité. Sans elle, on verrait sans doute une étoile dériver assez vite au loin. Le Soleil ne serait plus lié, la galaxie ne serait plus liée, tout partirait à la dérive. De la Terre, il ne restera que des particules éparpillées dans une fraction de cet univers de poussière cosmique. Ce serait une fin assez extraordinaire. Naturellement, pour disloquer la Terre, il y a d'autres moyens, comme la faire exploser. Est-ce facile? Bien sûr que non, mais c'est possible. Quelqu'un pourrait créer une bombe à antimatière dévastatrice. Voilà le scénario numéro 3 des 10 façons de détruire la Terre, la dissolution par antimatière. C'est le premier choix de l'astrophysicien Clifford Johnson. À mon avis, la destruction par antimatière a une certaine élégance. Imaginez l'étrange, la terrible beauté d'une explosion hyper dramatique, mais intérieure. L'antimatière ressemble à la matière, mais c'est son contraire. C'est d'ailleurs pourquoi la matière et l'antimatière peuvent s'autodétruire dans une glorieuse explosion. En gros, c'est la formule E égale mc2 d'Albert Einstein en action. En combinant la matière et l'antimatière, on peut relâcher de l'énergie pure. L'annihilation de près d'un demi-kilo de matière par la même quantité d'antimatière produirait une déflagration de 44 mégatonnes, aussi puissante que celle d'une bombe thermonucléaire. Mais il en faudrait bien plus pour détruire la Terre. Selon certaines estimations, il faudrait au moins 100 billions de tonnes d'antimatière. Vous voyez la taille du stade. On devrait remplir des millions de stades similaires d'antimatière avant qu'elle puisse interagir avec la matière de la Terre et libérer assez d'énergie pour la disloquer. Ceux qui ont envie de tenter le coup peuvent utiliser la fabrique d'antimatière située à 148 millions de kilomètres d'ici. Lorsqu'une quantité suffisante d'énergie magnétique a été générée dans le four nucléaire du Soleil, il la libère en déclenchant de spectaculaires éruptions solaires. Une grosse éruption solaire peut créer près d'1 kilo d'antimatière. En entrant en contact avec la matière, l'antimatière est détruite presque instantanément. Mais il est possible de la contenir. On peut la suspendre sans y toucher, grâce à certains types de champs électriques et magnétiques. De cette façon, on pourrait garder l'antimatière en suspension, indéfiniment.
Il ne vous restera plus qu'à recueillir et à stocker l'antimatière issue d'environ 100 quadrillions d'éruptions solaires. Lorsque vous aurez vos 100 billions de tonnes d'antimatière, vous pourrez la transporter vers notre planète, puis couper son champ électromagnétique afin qu'elle puisse entrer en contact avec la matière terrestre. Il faudrait l'introduire au centre de la Terre et la laisser faire son boulot. L'antimatière explosera vers l'extérieur et détruira toute la planète. L'explosion est sans doute instantanée, mais la collecte d'une telle quantité d'antimatière prendra plusieurs dizaines de milliards d'années. Chaque année, il y a un nombre limité d'éruptions solaires. On passerait donc une éternité à capturer et à stocker assez d'antimatière pour créer une bombe de taille appréciable. Les physiciens savent que l'antimatière n'est pas le seul type de particule qui pourrait liquider la planète. Voici le scénario catastrophe numéro 2 de 10 façons de détruire la Terre. La transformation par matière étrange. Ce gros problème commence à un niveau infinitésimal, encore plus petit que les protons et les neutrons, dans l'étrange univers des quarks, avec des particules appelées quark U, quark D et quark S. Il ne faut pas trop s'interroger sur la nature des quarks. En gros, on pourrait dire que c'est une particule subatomique, le truc qui crée les autres trucs. Certains physiciens croient qu'un nombre égal de quark U, de quark D et de quark S pourrait créer un étrangelet, une forme particulière de matière étrange. Son étrangeté vient du fait qu'elle peut modifier la nature physique de tout ce qu'elle touche. Comme la glace refroidit la matière qui l'entoure, mais à un niveau extrême. Les quarks aiment transformer la matière en particules étranges. Ils préfèrent que tout soit étrange. Imaginez l'horreur si tout ce qui vit sur Terre, et la Terre elle-même, se transforme en bouillie inorganique à cause d'un étrangelet subatomique. Par chance, il n'y a pas d'étrangelet sur Terre. Mais à l'intérieur des soleils effondrés qu'on appelle les étoiles à neutrons, il est théoriquement possible que l'immense gravité comprime des quarks U, D et S en matière étrange. La réponse est presque à notre portée. On pourrait le savoir d'ici quelques années. Si dans un avenir proche, une expédition spatiale trouve une boule microscopique de matière étrange dans une étoile à neutrons, et si elle parvient à la ramener sur Terre pour la laisser tomber du haut de l'Empire State Building, que se passera-t-il? A. Rien. Ou B. Ces étranges quarks pourraient bien transformer la matière de notre planète. C'est le début d'une réaction en chaîne. Les étrangelets réagissent avec la matière ordinaire. Et la Terre se transforme. Mais de quelle façon? Sur la liste des 10 façons de détruire la Terre, le scénario numéro 2 est peut-être le plus étrange de tous. La transformation par matière étrange. Si on voulait convertir toute la planète en une grosse boule de quark S, il suffirait de disperser quelques quarks S par-ci par-là, et la Terre deviendrait étrange d'elle-même. Encore plus étrange qu'elle ne l'est déjà. Une boule de matière étrange, formée d'étrangelets de particules quark, a été introduite dans l'atmosphère terrestre. Et un incident stupéfiant s'est produit. La première chose qu'elle a touchée s'est transformée en matière étrange. Et le phénomène continue. Vous deviendriez une étrange version de vous-même. Même au niveau subatomique, dans le noyau, il y a une structure bien définie. On peut différencier les protons des neutrons, et ainsi de suite. Mais si on perdait cette structure, la matière n'aurait plus la forme que nous connaissons. Le nombre et les orbites uniques des particules formant les éléments individuels deviennent une masse indifférenciée.
Tout se transforme en une même matière étrange. Des noyaux atomiques aux monuments, sans oublier les montagnes. Tout ce qui est vivant périt. Une fois amorcée, cette transition se ferait assez rapidement. Ce serait comme si tout fondait pour devenir une énorme goutte de matière. De la Terre, il ne resterait qu'une soupe de quarks. On pourrait convertir toute la Terre en une grosse boule de matière étrange. Les trous noirs primordiaux, la fin de la gravité. L'antimatière et la matière étrange nous menacent déjà. Mais la physique théorique cache-t-elle une façon encore plus bizarre de détruire la Terre? Eh oui. En fait, l'astrophysicienne Ferial Ozel est prête à annihiler la Terre. Et l'étoffe de la réalité en prime. Pour détruire la Terre, j'aurais tendance à provoquer un immense changement de phase dans l'univers. Nous serions alors transposés dans un autre monde. Voilà le scénario numéro 1 des 10 façons de détruire la Terre. Le choc des mondes parallèles. Cette catastrophe exige la contribution d'un des gros canons de la science-fiction. L'existence d'autres univers. Il est possible que la Terre existe dans d'autres univers. Songez à notre univers comme à la feuille à 2 dimensions qu'on voit ici. Se déplacer sur cette feuille équivaut au mouvement que nous faisons dans nos 3 dimensions spatiales. Mais on peut aussi se déplacer dans une autre direction, à l'extérieur de la feuille, parce qu'il y a une autre feuille parallèle, un autre univers. Notre univers est pareil à l'autre, ou peut-être légèrement différent. Mais il est très important de comprendre que ces 2 univers ne doivent jamais se heurter. Cette feuille de papier représente notre univers. Et cette autre feuille, un univers proche d'une autre. Si ces 2 feuilles de papier finissent par se heurter, ça, c'est le bruit de l'énergie générée. Imaginez ce qui se produirait si 2 feuilles de papier de la taille de 2 univers se heurtaient. Et la quantité d'énergie libérée par une telle collision. Si la Terre entre en contact avec un univers parallèle, ce sera sans doute la dernière chose dont nous aurons conscience. Cette collision détruirait des planètes, des systèmes solaires, des galaxies et même des amas galactiques. Elle détruirait tout. Ce serait la fin de l'univers actuel. Mais cette fin irrémédiable pourra-t-elle provoquer un nouveau début? Si un Big Bang a créé notre univers, un autre Big Bang peut recommencer tout le processus. Il pourrait créer un nouvel univers. Cet incroyable scénario catastrophe est peut-être le seul qui a déjà eu lieu. Le Big Bang est peut-être le résultat du choc de 2 univers. Et si c'est le cas, ça risque de se reproduire. Dans ce cas, peut-être que dans 10 milliards d'années, Il y aura peut-être une autre Terre, dans un autre univers. nous avons vu la Terre détruite par un impact soudain. Un froid intense et une chaleur inimaginable. Sa rotation a été bloquée. La matière étrange l'a transformée. Elle a subi l'effet de nouilles. Elle a été dévorée par les trous noirs, désintégrée et changée en bombe explosive. Du moins en théorie. En réalité, notre monde a de fortes chances de continuer de tourner pendant des milliards d'années. Mais dans l'univers, il y a une foule de choses que nous ne pouvons ni connaître, ni prédire. Une nouvelle Terre, dans un univers qui vient de naître. Régi par de nouvelles lois physiques, on pourrait imaginer 10 nouvelles façons de détruire la Terre.